Bonjour tout le monde, mon nom est Michel Belvin, je suis le président du conseil d'administration de la Chambre de commerce américaine au Québec. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire qui s'intitule Le système bancaire américain, comment transférer facilement de l'argent à travers les frontières avec notre invité, Maître Vincent Allard. J'ai le plaisir maintenant de céder la parole à David Girard, membre du conseil d'administration d'AmCham Québec et cofondateur de bonboss.ca. À toi, David. Merci Michel. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire que nous sommes très heureux de tenir en collaboration avec le Consulat général des États-Unis à Montréal. Je suis David Girard et membre du CA de AmCham Québec. Pour discuter de notre sujet du jour, nous avons la chance d'accueillir Maître Vincent Allard. Maître Allard est membre du barreau du Québec depuis 1981, en plus d'être aussi membre de l'American Bar Association ainsi que de l'Association du barreau canadien. Il est le fondateur de Corpomax, une société située au Delaware qui offre des services de création de sociétés américaines et de dépôt de marques américaines à des gens d'affaires et des professionnels œuvrant dans plus de 50 pays. Vincent, bonjour. Bonjour David, bonjour Michel. Merci de m'accueillir dans cette plateforme virtuelle. J'espère que cette présentation va vous intéresser. Alors, on va passer tout de suite au vif du sujet si vous voulez bien. Alors, je fais une demande de partage d'écran et voilà. Alors là, vous devriez voir la page d'accueil. J'aimerais que vous admiriez l'image de la tirelire. Ça m'a pris environ 3 mois pour trouver ça quand j'ai lancé mon livre, Comment ouvrir votre compte bancaire aux États-Unis. Alors donc, vous avez le résultat de nombreux mois d'efforts, beaucoup plus pour trouver l'image que le contenu. Alors, au niveau du contenu, on commence tout de suite. On va parler un petit peu de la réglementation bancaire, parce que c'est bien beau de dire oui, on a hâte de savoir comment transférer de l'argent facilement entre deux pays, mais avant ça, il faut savoir comment ça fonctionne du côté américain. Alors, il faut comprendre que le système bancaire américain est très compliqué et il y a 2 niveaux de contrôle. Il y a le niveau fédéral, qui est le niveau le plus important au niveau du contrôle, et aussi les États. Alors donc, les États américains sont très indépendants par rapport au fédéral et ils ont leur propre réglementation au niveau bancaire. Alors donc, la réglementation bancaire aux États-Unis couvre les sujets que vous voyez à l'écran, donc vie privée, divulgation, la fraude, le blanchiment d'argent, l'antiterrorisme, les prêts usuraires ainsi que les prêts qui sont effectués à des personnes à faible revenu. Maintenant, faisons un survol des agences fédérales de réglementation. Alors, quand vous allez faire un virement vers les États-Unis, vous allez en savoir un peu plus sur ce qui attend la somme d'argent qui va arriver et son traitement aussi. Alors, la première, c'est ce qu'on appelle communément la Fed, qui s'occupe de la politique monétaire américaine, du système financier, des institutions bancaires, services financiers aussi, qui s'occupent de la protection des consommateurs. Alors, communément appelée la Fed, on en entend souvent parler, souvent au niveau de l'augmentation du taux d'intérêt, par exemple. On a en dessous la FDIC, qui est, en bref, la société paragouvernementale qui garantit les comptes bancaires américains jusqu'à concurrence de 250 000 par compte par déposant. Alors, si j'ai 3 comptes chez Bank of America, ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas chaque compte qui va être assuré, ça va être l'ensemble des comptes jusqu'à 250 000 par déposant. Alors, c'est pour ça que souvent, le grand principe, c'est de diviser pour régner. Si vous avez 750 000 à placer, c'est préférable de le faire dans 3 banques différentes à 250 000 chacune. Vous êtes sûr à ce moment-là que vos fonds sont garantis par la FDIC. Ensuite, on a l'Office of the Controller of the Currency. Encore là, ce sont tous des organismes qui semblent peut-être s'occuper de la même chose. Oui, ils s'occupent du domaine bancaire, mais ils ont chacun leur tâche. Alors, cet office-là s'occupe d'octroyer des licences, supervise aussi les banques, s'assure de leur solidité, de la sécurité et applique les différentes lois. Ensuite, on a le Office of the Thrift Supervision. Encore là, c'est un autre organisme gouvernemental qui s'occupe d'octroyer des licences, qui supervise et qui réglemente. Alors, je passe rapidement sur ça parce que je veux qu'on arrive au vif du sujet, mais avant, il faut que vous soyez bien conscient que
c'est excessivement surveiller les mouvements d'argent aux États-Unis. Et là, on arrive à l'OFAC. L'OFAC, c'est un organisme qui est d'une puissance insoupçonnée, qui est très peu connu, sauf par les gens du gouvernement et par, par les fraudeurs aussi. Ils connaissent très, très bien l'OFAC, qui a des pouvoirs exceptionnels, qui s'occupe d'appliquer les embargos et qui applique aussi les sanctions. Alors, par exemple, l'OFAC va imposer des amendes. Il y a quelques années, l'OFAC avait imposé une amende d'1 milliard de dollars à BNP Paribas pour, semble-t-il, des malversations qui auraient été commises. Il faut comprendre que vous pourriez dire, oh, mais est-ce que si la banque décide de ne pas payer, bien, si la banque décide de ne pas payer, elle sort complètement du circuit mondial de transfert d'argent vers les États-Unis. Alors, il n'y a pas une banque au monde qui peut se permettre ça. Alors, c'est pour ça que c'est un organisme qui est d'une puissance exceptionnelle. Gel d'actifs, alors par exemple, sur une base très régulière, ils vont geler les actifs de personnes ou d'entités reliées au terrorisme. Terrorisme, peut-être terrorisme domestique, mais aussi le terrorisme international. Et en fin de compte, l'OFAC va décréter des interdictions d'opérer. Par exemple, aucune entreprise iranienne a le droit de faire affaire sur le sol américain. Alors ça, ce sont des exemples des pouvoirs de l'OFAC. Ensuite, l'OFAC émet des listes. Alors, on a la première liste SDN qui comporte les noms de personnes physiques, d'entités, de bateaux et d'avions qui sont complètement bloqués au niveau de faire affaire sur le sol américain ou même de pénétrer le sol américain. Alors, c'est une liste qui est mise à jour, bien sûr, régulièrement, mais qui est très, très importante aux États-Unis. Et l'autre en dessous, la liste SSI, ben, c'est une liste, là, à ce moment-là, qui va énumérer les sanctions très précises, comme par exemple contre des éléments russes. Ben, à ce moment-là, ils vont être normalement sur la liste SSI. Ensuite, il faut comprendre que tous ces organismes-là ont aussi comme but, à divers degrés selon les organismes, de lutter contre le blanchiment d'argent et l'antiterrorisme, ce qui est encore plus vrai depuis le 11 septembre 2001. Alors, c'est pas compliqué. Ce qu'exige, en fin de compte, ce qu'exige la réglementation bancaire aux États-Unis, et c'est exigé des institutions financières, quelles qu'elles soient, c'est de connaître le client, c'est de comprendre la nature des activités du client et c'est de conserver la documentation physique ou électronique des transactions effectuées par les clients. Alors ça, c'est une obligation maintenant qui est imposée aux banques. Notamment par le Banks Secrecy Act, qui concerne justement, qui s'occupe du blanchiment d'argent. Alors donc, on demande aux banques d'aider le gouvernement à conserver, justement, à connaître ce qui se passe au niveau financier, parce qu'avant 2001, le gouvernement ne connaissait pas nécessairement comme aujourd'hui, ce qui se passait au niveau financier. Alors donc, aujourd'hui, c'est beaucoup plus important. Alors donc, d'aider le gouvernement à savoir ce qui se passe au niveau financier, de conserver justement tout ce qui peut être conservable, donc notamment les transactions, et aussi de produire sur demande des copies des rapports sur les activités d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales. Alors donc, là aussi, il y a des rapports que les banques doivent soumettre, le Currency Transaction Report. Alors donc, toute somme de plus de 10 000 en argent comptant qui est juste un petit instant. Excusez-moi. Alors, toute somme d'argent de plus de 10 000 en argent comptant qui est retirée au comptoir, par exemple, et à ce moment-là, il faut que ça fasse l'objet d'un rapport. Là, vous allez me dire, oui, mais c'est un montant de 10 000 par chèque. Mais à ce moment-là, par chèque, ce n'est pas grave parce que le gouvernement américain a accès à tous les chèques qui passent par un compte bancaire. Alors donc, tout ça est maintenant, depuis plusieurs années, c'est en format électronique. Alors ça, c'est facilement accessible par les autorités gouvernementales. Au niveau du
du cash, donc du comptant, c'est plus compliqué. Donc, à ce moment-là, il faut que la banque, au-dessus de 10 000 fasse rapport aux autorités gouvernementales. Encore là, vous allez me dire, oui, mais il pourrait retirer deux fois 6 000 en cash. Encore là, il faut que la banque soit vigilante et puisse déclarer justement aux autorités gouvernementales les activités, les suspicious activities. Donc, tout ce qui peut être suspect. Alors, si on voit un pattern qui est établi, à ce moment-là, il faut absolument que la banque émette un rapport à ce sujet-là. Et aussi, Monetary Instrument Log, par exemple, vous achetez 12 chèques de 3 000 des chèques de voyage American Express, même si ce n'est plus à la mode. Ça peut être encore à la mode pour certaines personnes mal intentionnées. Alors ça, encore là, il faut que la banque tienne une liste justement de toutes ces transactions-là qui doivent être communiquées aussi aux autorités sur demande. Le USA Patriot Act, alors ça, vous avez dû en entendre parler, surtout en 2001, tout de suite après les tristes événements du 11 septembre, mais vous pensez peut-être que le nom exact de la loi, c'est USA Patriot Act, mais pas tout à fait. Ça, c'est le nom exact du USA Patriot Act. Alors, je vous laisse le soin de lire. Les Américains aiment beaucoup les acronymes et aiment beaucoup aussi faire preuve d'originalité dans le nom de leur loi. Alors ça, c'est le nom exact du USA Patriot Act, qui s'occupe du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, alors qui s'occupe de savoir qui est en arrière justement de ces activités-là. Alors c'est pour ça que c'est une loi encore là qui a des dents, c'est une loi qui est renouvelée régulièrement ou dont les principaux aspects sont renouvelés régulièrement. Avec plus ou moins de force selon les humeurs politiques du moment. Mais à ce niveau-là, je vous dirais que tous les partis s'entendent. De plus en plus aussi, on voit Buy America, alors on voit une poussée ultranationaliste aux États-Unis, alors qu'on soit républicain ou démocrate, tout le monde va dans le même sens en ce moment du moins. Alors donc, cette pièce législative s'occupe des règles bancaires, de la communication des informations et aussi de la monnaie. Bon, alors je ne vous parlerai pas des types de banques. Les types de banques, c'est le titre de la diapositive, mais c'est surtout au niveau des banques qui existent aux États-Unis. Alors, vous avez, par exemple, les banques de type national, donc avec une charte fédérale, ce qu'on appelle National Bank. NA, on voit souvent NA, du moins dans les documents juridiques, alors que ça va être National Association. Alors, ce sont des banques nationales, comme par exemple Bank of America, Chase, Citibank ou Wells Fargo. Alors, ce sont des banques qui ont une charte fédérale et on les appelle National Banks. On a aussi les Federal Savings Banks qui s'occupent principalement des économies, de ceux qui veulent placer leurs économies. Alors, vous avez aussi quelques exemples, sans doute des noms que vous n'avez jamais vus, mais qui sont aussi particulièrement populaires, surtout dans certains États. Vous avez aussi les credit unions. Les credit unions, c'est très, très fort aux États-Unis. Alors, par exemple, ça peut être les employés d'une société qui vont créer une credit union. Ça peut être les membres d'une église ou les membres d'un syndicat. Alors, par exemple, vous avez le California Credit Union, Credit Union West, etc. Le dernier en bas, très, très, très gros, un Navy Federal Credit Union, c'est pour les gens qui sont rattachés de près ou de loin à la force armée des États-Unis. Alors, donc, c'est quand même beaucoup de monde. On a des credit unions de type fédéral, on a des credit unions de type étatique. Il y a 100 millions de personnes qui sont membres d'une credit union. Mais 100 millions de personnes, ça vous dit peut-être rien parce que la population aux États-Unis, c'est peut-être 340 millions de personnes, mais ça représente quand même 45 de la force de travail aux États-Unis. Alors, 45 ça commence à être pas mal de gens. Et encore là, les fonds sont garantis par FDIC jusqu'à concurrence de 250 000 par contre par déposant. Et vous avez les state banks, donc les banques qui existent en vertu d'une charte étatique et non pas fédérale. Alors, vous avez des banques, encore là, si vous ne dites pas grand-chose, mais juste avec les noms, on voit que c'est plus local. Hein? Northern State Bank, State Bank of Southern Utah, Tennessee State Bank. Alors, il y a des banques qui existent à ce niveau-là aussi. Et ces banques-là, ben, les fonds sont... Alors, elles sont membres
membres forcés sans doute, mais membres de la Fed. Et si elles ne sont pas membres de la Fed, à ce moment-là, elles doivent être membres de FDIC, qui est, comme vous savez maintenant, une autre organisation. Et donc, elles sont soumises à la juridiction étatique, mais toujours à la juridiction fédérale aussi. Alors, les banques actives aux États-Unis. Alors, faisons une comparaison avec le Canada. Au Canada, on a, à mon souvenir, on a 5 grandes banques. On a aussi le mouvement des caisses populaires et on a des banques étrangères. Il y en a peut-être une cinquantaine de banques étrangères qui font affaire au Canada. Aux États-Unis, il y a 5000 banques commerciales. Alors, au Canada, on a 5 banques commerciales, il y en a juste 5 000 ou presque 5 000 aux États-Unis. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie beaucoup de compétition. Alors, donc, ça, c'est quand même très intéressant. Il y a 700 banques d'épargne et il y a moins de 100 banques à problème. Alors, c'est sûr que ça fait les grands journaux. On s'imagine que le système va s'écrouler parce qu'il y a une banque ou deux qui a eu de la difficulté récemment, mais le système bancaire américain est quand même très contrôlé et tout fonctionne avec tout est relatif à la confiance du consommateur envers sa banque. Alors, c'est pour ça que oui, il y a eu, mais voyez-vous, aujourd'hui, on n'en entend presque pas parler. Alors, ça a été très fort il y a 2 semaines, 3 semaines. Maintenant, c'est plus calme parce que la FDIC a pris souvent possession, pas nécessairement des actifs, mais ça peut être des lieux, tout ça, et ils sont très, très efficaces. Alors, les types de comptes bancaires, on va s'attarder plus, pas tellement longtemps parce que c'est assez simple, multi-currency account ou aussi foreign currency account. Alors, il faut comprendre comment ça fonctionne aux États-Unis. C'était un choc culturel quand je suis arrivé ici. Vous savez, quand j'étais à Montréal, c'était facile parce que j'avais un compte à la Banque Royale et on pouvait avoir un chèque ou une traite bancaire ou un mandat bancaire en dollars canadiens, bien sûr, mais aussi en dollars US ou même en euros. Et ça prenait 5 minutes et on obtenait ce qu'on avait besoin. Mais aux États-Unis, les comptes bancaires multidevises n'existent pas. Oui, ils existent pour les grandes sociétés, mais pas pour les petites sociétés. Un des derniers comptes bancaires multidevises dans une banque à taille, je ne vais pas dire taille humaine, mais disons avec succursale, que j'ai vu, c'était chez HSBC à Plattsburgh, près de New York, où ils avaient des comptes en dollars canadiens et en dollars US. Et après ça, ils ont fermé les comptes en dollars canadiens. Ce n'était que les comptes en dollars US. Alors donc, il faut comprendre que oui, il y a des comptes multidevises, mais accessibles généralement à gros frais pour les entreprises moyennes ou de grande taille. Alors ça, c'est la réalité aux États-Unis telle que nous la vivons quotidiennement. Alors, les coordonnées d'un compte bancaire, encore là, on y arrive. Là. Je vous amène tranquillement vers le vif du sujet, là. Mais encore là, les coordonnées du compte bancaire. Alors, on a le numéro de routage, généralement qui est dans la partie gauche du chèque, routing number, mais qui a plusieurs noms. On peut l'appeler ABA Routing Transit Number, ABA Routing Number, ABA Number, etc. Alors, il y a plusieurs noms pour une même réalité. Et on a aussi le numéro de compte qui, lui, est à droite généralement, tout simplement. Alors, ça ressemble un peu à ce qui se passe au Canada. Pour les virements internationaux, souvent on a besoin d'une autre information, soit le BIC ou le SWIFT. Alors, vous voyez ce que ça veut dire, ces acronymes-là, pour faire un virement qui sort des États-Unis. Alors donc, encore là, ça a plusieurs noms. BIC Code, SWIFT BIC, SWIFT Code, SWIFT ID. Alors, beaucoup de mots pour une même réalité. En Europe, il y a une chose qui est très bien en Europe, parce que moi, personnellement, je trouve très intéressante, c'est qu'ils ont ce qu'on appelle un RIB ou un IBAN. Alors, ça, c'est un numéro, 25-30 chiffres, et qui donne toute l'information concernant le compte bancaire, l'emplacement du compte bancaire, dans quelle succursale. Tout ça, c'est un seul numéro. Alors, quand j'ai un client, par exemple, un client français qui me dit « Bonjour, M. Allard, quel est votre… » On lui a envoyé un devis, il est venu payer. Et quel est votre IBAN? On n'a pas ça en Amérique du Nord. On a le numéro de compte, on a le numéro, le routing number, le numéro de routage, et on a un code, le code SWIFT. Mais c'est tout. Alors donc, on donne 3 morceaux d'informations à notre client, tandis qu'en Europe, ils ont uniquement un morceau à donner qui est le RIB ou le IBAN. Ce qui est bien quand même. Alors donc, pour un virement domestique, on est à l'intérieur des États-Unis, on vire de l'argent
des États-Unis vers les États-Unis, on a besoin de 2 informations tout simplement, routing number, account number. Mais quand c'est international, on a besoin des 3. Donc, routing number, account number, BIC ou SWIFT code. Ça, c'était un petit clin d'œil en passant. Les États-Unis, il y a une langue aux États-Unis, c'est l'anglais, mais l'espagnol prend de plus en plus de vigueur et même les experts prédisent que d'ici peu, en plusieurs dizaines d'années quand même, mais sans doute que l'espagnol va peut-être devenir la première langue aux États-Unis. Mais le français, beaucoup moins. Au Delaware, je pense qu'il y a une personne qui a un accent, je pense qu'il y a juste moi, voyez-vous. Alors donc, ils ne sont pas nécessairement portés vers la francophonie. C'est joli quand ils veulent un croissant, ça c'est bien. Et ils vont me dire qu'ils ont appris l'anglais à l'école secondaire. Ils vont me dire bonjour, comment ça va? Et généralement, ça se limite à ça. Alors donc, les gens à l'extérieur des États-Unis qui parlent français, qui veulent appeler la banque, souvent vont avoir, pas souvent, mais ceux qui ne sont pas nécessairement bilingues vont avoir une certaine difficulté à communiquer avec la banque, avec le service à la clientèle, surtout à la vitesse à laquelle parlent les Américains. C'est absolument extraordinaire. Ça m'a pris, je pense que ça m'a pris un mois pour comprendre ce que la jeune fille au McDonald's me demandait quand je lui avais demandé un Big Mac la première fois. Et elle m'avait dit, for him to go. J'avais dit, I'm sorry, I don't understand. Et elle m'a dit, for here or to go. Pour le francophone que j'étais, c'était tout nouveau, mais après maintenant 24 ans, je vais leur répondre to go. Donc, ça va assez bien. Mais pour les gens qui sont moins à l'aise en anglais, il est possible de parler à un interprète francophone quand vous appelez une grande banque américaine en moins de 2 minutes. Alors, premièrement, la première difficulté, c'est de réussir à parler à un être humain. OK? Alors donc, souvent, il y a un processus qui est assez long, mais vous finissez par parler à un être humain. Et dès que la conversation commence, vous n'avez qu'à dire « I need a French interpreter ». Et en moins de 2 minutes, on a un interprète francophone qui arrive sur la ligne et qui va être en mesure de vous aider. Et ça donne des résultats très, très intéressants. J'ai plusieurs clients qui m'ont remercié bien bas de leur avoir donné ce petit truc. Et deuxième chose aussi qu'il faut savoir, c'est qu'un chèque aux États-Unis a une durée de vie de 6 mois maximum. Ça n'empêche pas les banques d'accepter un chèque qui est plus vieux, mais un chèque généralement a une durée de vie de 6 mois. La deuxième chose aussi qu'il faut savoir, c'est que le système bancaire américain ne tient pas compte de la date indiquée sur un chèque. Alors, ça veut dire quoi? Alors, on est le 25 avril 2023. Vous me donnez un chèque daté du 1er juin 2023. Mais j'ai besoin d'argent, je dépose le chèque aujourd'hui, 25 avril 2023, et il va être honoré. Okay? Alors, c'est comme ça, c'est qu'ils ne tiennent pas compte de la date, à moins que ça soit évident, mais encore là, le système fait qu'ils n'en tiennent pas compte. Okay? Alors, c'est pour ça qu'avant de donner une série de chèques post-datés à quelqu'un, soyez sûr qu'il ne va pas vous jouer un petit tour et le déposer avant. Les virements bancaires. OK? Alors là, on arrive dans le vif du sujet. Alors donc, un virement bancaire aux États-Unis, ça se fait en succursale, ça peut se faire sur le site web ou avec un app sur un téléphone ou une tablette. Il faut comprendre que ça fait 24 ans que j'habite ici. Pendant 20 ans, Corpomax, ma société, on a ouvert plus de 3000 comptes bancaires pour nos clients. Dans une quinzaine de grandes banques américaines, on a cessé d'offrir le service en 2021 parce que c'était devenu trop complexe, mais pendant 20 ans, on a été en contact avec les banques et tout ça. Il faut comprendre que les banques sont là pour faire de l'argent et elles n'ont aucune difficulté en ce sens-là. Elles pourraient même donner des cours. Alors, quand vous demandez à un banquier combien ça coûte pour faire un virement, la banque va vous dire ça coûte 30 $. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Dans le fond, la banque fait son profit avec le 30 $, mais aussi avec le taux de change. Alors, quand vous demandez au banquier quel est le taux de change d'aujourd'hui, ils vont vous dire 1,25, mais dans le fond, le taux de change, c'est peut-être 1,23 et le 0,2 ou 0,02, ça fait partie du profit de la banque. OK? Alors, donc, ça, il faut savoir que les banques font énormément d'argent avec les virements bancaires internationaux. Pas nécessairement domestiques, mais internationaux, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Alors donc,
on ne peut plus faire de demande de virement bancaire comme ça se faisait à l'époque, soit par courriel ou soit par fax. Alors ça, si une banque le fait encore, c'est peut-être une très petite banque qui va faire ça. Mais les grosses banques ne font pas ce genre de... ne fonctionnent pas de cette façon-là. Alors, les frais bancaires, comme je vous dis, c'est assez, je ne veux pas dire bizarre, mais il faut savoir naviguer un peu. Ça fait 24 ans que j'habite aux États-Unis et je n'ai jamais payé de frais bancaires, ni au niveau de Corpomax, ni au niveau personnel. Pourquoi? Parce qu'il y a près de 5000 banques commerciales et ça veut dire qu'il y a énormément de compétition. Et ce n'est pas parce que j'ai trouvé une banque qui ne facturait pas de frais, c'est qu'en gardant un minimum dans le compte bancaire, il n'y a pas de frais. Alors, tout dépendant du type de compte que vous allez ouvrir. Alors, si vous ouvrez un compte de base, ils vont vous dire, écoute, si tu gardes un minimum de 500 $ dans le compte, tu n'auras pas de frais mensuels. Tu as moins de services associés au compte, mais tu ne paieras pas de frais mensuels. Un autre type de compte, et c'est souvent les banquiers veulent vous offrir le type de compte sur lequel ils vont faire le plus d'argent. Ils vont dire, ben là, sur le type de compte, tu as plus de services, mais le minimum que tu dois garder, c'est 2500 $. OK? Alors, c'est pour ça. Alors, donc, il y a moyen de naviguer selon vos besoins. Peut-être qu'aussi, avec un type de compte plus élevé, ben, le taux de change qu'ils vont vous accorder, ils vont vous donner un taux préférentiel. OK? Ce qu'eux considèrent préférentiel. Alors, il y a maintenant, et je pense que, entre autres, les sociétés que vous voyez là ou les sites web que vous voyez là font partie maintenant de ce qu'on appelle des fintech. Donc, un peu comme, et je pense que ces fintech-là qui offrent des services, entre guillemets, bancaires, vont faire au domaine bancaire exactement ce que Uber a fait à l'industrie du taxi. Et ça, je n'en ai aucun doute. Et en ayant planché pendant 3 ans sur mon guide pratique, comment ouvrir votre compte bancaire aux États-Unis, pour moi, c'est sûr que ça s'en vient. Alors, je vous donne un exemple. Wise et OFX. Alors, ce sont des transitaires monétaires. Je ne sais pas de meilleur terme. Alors donc, ce qu'on fait, et je l'ai fait avec les deux. Alors, vous connectez votre compte personnel ou votre compte professionnel, mais votre compte personnel avec, par exemple, Wise, et vous connectez, alors j'ai connecté mon compte que j'avais chez PNC Bank avec Wise, et j'ai connecté avec mon compte que j'ai chez RBC au Québec. Et là, je veux faire un virement. Alors, je n'utilise pas la banque, j'utilise Wise. Et en moins de 60 secondes, l'argent quitte j'ai fait ma transaction. Et j'ai déjà fait une transaction avec Wise à 10 h le matin et à 16 h, l'argent était dans mon compte chez RBC à Montréal. OK? Alors donc, et l'avantage aussi, c'est qu'ils vont vous donner le taux moyen du jour, facilement vérifiable dans Google. Et ça, les gens souvent ne le savent pas. C'est très facile dans Google. Vous avez juste à mettre 1000 USD in CAD. Et tout de suite, ça vous donne le taux moyen du jour. Et c'est ce que Wise va vous offrir à quelques dollars près. Et c'est ce que OFX aussi va vous offrir et les autres. OK? Et ils vous facturent le frais de façon séparée. Okay? Alors, il y a une énorme différence. Et moi, ça fait 4 ans et demi, 5 ans, j'ai complètement cessé de faire des virements à partir d'une banque. Ce que je faisais avant même, je faisais un chèque de PNC Bank. Quand j'allais à Montréal, je le déposais chez RBC. Mais là, plus jamais je vais faire ça. En tout cas, plus jamais, à moins que les choses changent, mais je fais des virements en utilisant soit Wise, soit OFX. Alors donc, le conseil, et vous savez, on aime les bundles. Hein? On aime les bundles. On aime, par exemple, avoir un compte. Je vous donne un exemple. Banque nationale. On a un compte à la Banque nationale à Montréal, mais on a aussi un compte à la Banque nationale à New York, par exemple, et on peut connecter les deux comptes et c'est facile de faire les transferts du compte US aux États-Unis au compte canadien au Canada avec une interface commune pour les deux comptes. Ça, c'est comme un bundle. C'est très, très bien, c'est facile. Mais regardez les sommes d'argent que vous allez perdre en faisant ça plutôt que d'utiliser un transitaire qui va vous offrir un taux de conversion bien meilleur. Je vous donne un exemple. Mon épouse a décidé d'acheter un chalet, une résidence secondaire au Québec. Bon. Le coût était de 600 000 $ canadiens. Alors donc, je demande à mon banquier, qui est un ami,
chez PNC Bank à Newark, au Delaware. Gio, combien ça me coûte pour que le notaire reçoive 600 000 canadiens? Touc, touc, touc. Il dit, Vincent, ça va te coûter 492 000 US. Je dis, merci beaucoup. J'appelle OFX, où j'avais un contact, et je demande à mon contact combien ça va me coûter pour que le notaire reçoive 600 000 canadiens. Touc, touc, touc. La personne me dit, ça va te coûter 477 000. J'ai sauvé 15 000 US en effectuant un virement bancaire par l'entremise de OFX, plutôt que par l'entremise de PNC Bank qui aurait viré l'argent directement. Alors, ces intermédiaires-là réussissent à tirer leur épingle du jeu. Et dans le cas de OFX, alors mon contact, et ça, c'était à l'époque la Ligue nationale de hockey, Ligue nationale de hockey, qui est quand même une des ligues majeures au niveau sportif en Amérique du Nord, a signé une entente de partenariat avec OFX. Et pendant un bout de temps, on avait le logo de la Ligue nationale de hockey sur la page d'accueil de OFX. Alors, non seulement c'était logique comme partenariat, hein, il y a des joueurs de hockey canadiens qui jouent aux États-Unis, des joueurs de hockey américains qui jouent au Canada, et ils se promènent entre les deux pays. C'était très logique comme association. Et moi, c'était une expérience qui m'a encore confirmé que c'était la bonne chose à faire. Par contre, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il faut faire attention. Avant de virer 600 000 sur un site web, j'ai fait mon due diligence et je leur ai dit, écoutez, je ne veux pas vous virer de l'argent pour après ça que vous le geliez puis vous me demandiez, bon, ben là, ça sert à quoi? Je dis, on va faire tout ça avant, on va éclaircir tout, je vais vous montrer l'offre d'achat, on va tout vous montrer et après ça, si tout est correct avec votre département de conformité, là, on va faire l'envoi. Ils ont fait ça, ça a pris 2 jours, c'était beau, tout était en ordre et même l'offre d'achat est en français et tout a bien été, j'ai envoyé l'argent. Une journée après, c'était dans le compte Intros chez le notaire, le compte en fiducie. Alors, c'est très important aussi de faire un due diligence. Puis je dis ça aux gens parce que souvent, les gens vont mettre tous leurs œufs dans le même panier. Ils vont mettre de l'argent, par exemple, dans PayPal. Et Wise l'a déjà fait aussi, là, mais il faut faire attention parce que ces firmes-là se donnent le droit ou s'arrogent le droit de demander de bloquer votre compte et là, de poser des questions. Et là, ils vont garder l'argent pendant 1 semaine, pendant 2 semaines. Selon eux, ils peuvent garder l'argent jusqu'à 6 mois. C'est pour ça qu'il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Il faut faire très attention et personnellement, ne jamais laisser d'argent chez PayPal. Jamais laisser d'argent chez Wise ou chez OFX ou ailleurs. L'argent est très confortable dans un compte bancaire et moi, je me sers de ces intermédiaires-là pour virer une somme, non pas pour les conserver. OK? Alors, ça m'amène à vous dire qu'un compte de banque, c'est bien, mais 2, c'est mieux. Encore là, ce que je vous enseigne, entre guillemets, ce que je vous dis, je le vis moi-même. Ça fait 22 ans que Corpomax existe et ça fait 22 ans que Corpomax a un compte de banque chez PNC Bank et un deuxième compte de banque chez Wells Fargo. Diviser pour régner. Bâtir une relation d'affaires avec des banquiers sur une base parallèle. Comparer les frais. Je vous donne un exemple. Ma banque principale, c'est PNC Bank pour le courant. Ma banque, entre guillemets, secondaire, c'est Wells Fargo pour recevoir les virements bancaires internationaux. J'ai un chèque de 75 émis en dollars canadiens. OK? Donc, chèque canadien émis en dollars canadiens. Si je dépose ce chèque chez PNC Bank, les frais sont de 75 par chèque. Peu importe le montant du chèque et jusqu'à 6 mois de compensation. Le même chèque chez Wells Fargo me coûte 5 de frais, peu importe le montant du chèque, et compensation en 24 heures. Alors, c'est ça l'avantage d'avoir 2 comptes bancaires, de pouvoir comparer. De ne pas donner l'exclusivité. Alors, quand on parle de la loyauté envers une banque, non, ça, faites-moi rire. On ne doit aucune loyauté à une banque, là. Alors, c'est pour ça que diviser pour régner, ça m'a toujours très, très bien réussi. Quand j'ai acheté l'immeuble ici pour Corpomax, alors je me suis servi de la banque numéro 1 pour financer l'achat et de la banque numéro 2 pour générer les fonds pour faire les rénovations. Comme ça, diviser pour régner et ça a très bien été. Et encore là, en ayant 2 comptes bancaires, vos fonds sont garantis jusqu'à 250 000 parce qu'ils sont situés dans 2 banques différentes. Alors ça, c'est l'avantage. Bon, le désavantage, c'est peut-être à chaque mois, vous avez à concilier 2 comptes bancaires au lieu d'1.
et peut-être des frais bancaires. Mais encore là, je vous dis, si vous choisissez bien le type de compte, vous n'allez pas payer de frais bancaires. Corpomax, dans les deux cas, j'ai pris des comptes bas de gamme, entre guillemets. Si j'ai minimum 500 dans chacun des comptes, je n'ai aucun frais mensuel. Une autre petite chose en passant, des petites anecdotes. À un moment donné, je commande des chèques où j'appelle le banquier pour savoir j'ai besoin de chèques. Je pense 200 chèques pour 110 quelque chose comme ça. Je dis, écoute, calmons-nous, là. 200 chèques pour 110 ça comprenait la livraison FedEx et tout ça. Je veux dire, ça n'a aucun espèce de bon sens. Et j'étais allé sur le site de la banque pour me faire le prix. Je ne me rappelle pas du nom de la compagnie. Disons que la compagnie s'appelle Premier, OK? Ou Deluxe. C'est la compagnie Deluxe. Alors, donc, les services de fabrication des chèques de Wells Fargo, c'était sous-traité en ligne à Deluxe. 111 Je me suis dit, non, c'est impossible que je paye 50 sous pour un bout de papier pour faire un chèque. Et là, je découvre que Costco, qui est aussi bien au Canada qu'aux États-Unis, mais au Canada, qui a une offre de services beaucoup plus grande qu'au Canada, a une filiale qui s'occupe justement, ou un service qui s'occupe d'impression de chèques. Alors, je m'en vais sur Costco et je dis, ben, je vais avoir tel chèque, tel modèle qui est exactement le même modèle, et ça aussi, c'est sous-traité à Deluxe, imaginez-vous. Alors, je m'en vais, je fais faire mes chèques en ligne, hein, on peut même fabriquer son chèque, on voit le nom, l'adresse, tout ça, et à la fin, au lieu d'être 110 ça me coûtait 19,27 livraison incluse, pour la même quantité de chèques, par le même fournisseur. Mais parce qu'il était sur le site de la banque, ça m'aurait coûté 80-90 de plus. Alors, c'est des trucs qui s'acquièrent avec le temps. Je ne sais pas si au Canada, c'est possible de se faire fabriquer des chèques par quelqu'un d'autre que la banque, mais aux États-Unis, c'est possible. Alors, les frais bancaires, ils sont partout. Il faut juste faire attention. Alors donc, comme je vous dis, c'est facile de transférer de l'argent entre les deux pays. Quand vous utilisez un intermédiaire comme OFX, il s'agit juste de documenter le transfert avant qu'il se fasse. Et après ça, ça fonctionne bien. C'est uniquement la documentation et aussi n'utilisez pas de banque pour faire un virement entre les deux pays. Et l'utilisation de cartes bancaires, c'est sûr qu'une carte bancaire américaine utilisée au Canada ou ailleurs en Europe, ça va coûter très, très cher de frais. C'est là que les banques aussi font de l'argent. Alors, si vous voulez en savoir un peu plus, alors vous avez devant vous mes trois bébés, mes trois guides pratiques que j'ai lancés il y a 2-3 ans. Et celui de droite, c'est comment ouvrir votre compte bancaire aux États-Unis. Alors, il y a plein de trucs qui sont donnés. C'est facile quand on est américain pour ouvrir un compte bancaire, mais quand on est à l'extérieur des États-Unis, ce n'est pas toujours facile. Et les deux premiers, si vous décidez de lancer une entreprise aux États-Unis, encore là, c'est le fruit de plus de 20 ans d'expérience dans la création de sociétés américaines. Vous savez, Corpomax, j'ai fondé ça le 1er septembre 2001. Alors donc, ça, c'est 10 jours avant le 11 septembre 2001. Donc, en matière de timing, ne me contactez surtout pas. Ce n'est pas une bonne idée. Et j'ai lancé ces 3 livres-là en pleine pandémie. Alors, je le répète, en matière de timing, ne me contactez pas. Mais on a lancé ça le 1er septembre 2001. Il ne s'est rien passé pendant 6 mois. Et après ça, on a reçu un premier formulaire de commande et un deuxième. Et aujourd'hui, on est 22 ans plus tard. On a presque 5000 sociétés créées. On a des clients dans 52 pays. On présente toutes les filiales américaines de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Et on est très, très fiers, très heureux d'offrir nos services, d'ailleurs, majoritairement en langue française. Alors, si vous avez des questions, des commentaires, une demande, vous avez juste à me contacter tout simplement et ça me fait grand plaisir de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Merci beaucoup, Vincent. C'est vraiment très intéressant, toutes les informations que tu partages ce matin. Avant d'aller plus loin, je voulais savoir s'il y a des gens parmi nous, soit sur le chat, où vous pouvez activer votre micro si vous le désirez, si vous avez des questions à poser à Vincent. Et moi, j'en aurais quelques-unes, Vincent. Tout le monde, soit que tout le monde dort, ou je vois Yves de Ternay, que je connais bien, Tom aussi, Michel. C'est bon, on a bien fait d'inviter au moins quelques personnes pour qu'on ne soit pas seul. Oui, moi je veux juste valider ce que dit Vincent, parce qu'effectivement, je le connais bien et
je suis un spécialiste dans les encaissements de cartes de crédit et je fais aussi les transferts de fonds internationaux. Donc, je valide ce que Vincent dit. Et vous savez, Yves de Ternay, parce que c'est un Français qui est très humble, c'est souvent deux mots qui ne vont pas ensemble. Non, c'est une blague en passant, parce qu'on a beaucoup de clients français, mais Yves est un être absolument charmant que j'ai rencontré à New York il y a plusieurs années. Et Yves a une spécialisation qui peut être très intéressante pour les non-américains. C'est un courtier en compte marchand Visa Mastercard. Alors, ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire que quand vous êtes au Canada ou en Europe et que vous désirez offrir des biens et ou services et d'accepter des cartes de crédit, bien, Yves est en mesure de vous accompagner pour obtenir ça. Il connaît les écueils, tout ça, et puis il est très réactif. Et puis, c'est toujours un plaisir pour moi de lui référer de la clientèle. Il n'exige aucune commission et il est vraiment quelqu'un d'exception. J'essaye de faire du conseil. Effectivement, on ne charge pas pour le conseil. Yves, ici c'est Tom Query, je suis un ami de Vincent, tout Absolument. ça. J'ai des clients qui ont des produits qu'ils vendent aux États-Unis à des particuliers, puis on se fait payer mon client se fait payer par carte de crédit. Des fois, c'est des sommes de 8 000, 10 000, 15 000 pour une transaction. Et puis donc, j'aimerais ça vous parler à un moment donné au niveau de comment tirer avantage de ça sans payer des frais extraordinaires ou des frais exorbitants. Alors, je ne veux pas non plus changer le sujet parce que ce n'était pas le thème. Donc, je ne me permettrai pas d'insulter Vincent. Mais juste avoir vos coordonnées. On peut en reparler ultérieurement, si vous le voulez. Oui, bien sûr. Mais Tom, je vais te les envoyer, les coordonnées de Yves. OK, good. OK, merci, Vincent. Oui. Merci. On retient vos services, M. de Ternay, certainement, pour tous ces besoins futurs. Vincent, tu parlais plutôt dans les différents types de banques qui existaient aux États-Unis. Pour une PME québécoise ou du moins canadienne, pour utiliser un compte bancaire américain, est-ce qu'il faut absolument avoir un pied à terre aux États-Unis ou on peut garder, par exemple, dans les entreprises qui offrent du service, donc qui n'ont pas de produits ou d'usines ou ce genre d'éléments-là, de pied à terre aux États-Unis, est-ce qu'ils peuvent bénéficier quand même des avantages qu'offrent les comptes bancaires américains pour leurs transactions ou est-ce qu'il y a des différences notables à savoir? Non, c'est une bonne question, puis je vais l'élargir. Regarde bien ça. Alors, une société québécoise qui décide de faire affaire aux États-Unis a le choix suivant. Soit qu'elle crée une filiale américaine ou soit qu'elle fait affaire directement en tant que société canadienne sur le territoire américain. Alors ça, il y a des avantages et des inconvénients dans un sens ou dans l'autre. Alors, si on prend une société québécoise, par exemple, ou canadienne, qui veut faire affaire aux États-Unis directement, règle générale, il lui sera absolument impossible d'ouvrir un compte de banque aux États-Unis parce qu'elle est une société étrangère. Okay? Alors, les banques américaines, et Yves pourra me corriger, mais les banques américaines ouvrent des comptes de banque pour des sociétés créées sur le sol américain. Par contre, il y a des exceptions. Alors, je vous dirais, contactez Desjardins Bank ou peut-être National Bank, alors qui sont des banques canadiennes qui ont des antennes aux États-Unis. Et je pense qu'il y a peut-être, et je dis bien peut-être, possibilité pour ces sociétés québécoises, canadiennes, d'ouvrir un compte de banque américain. Par contre, il y aura une exigence qui est incontournable pour la société québécoise. Ça va être d'obtenir un numéro fiscal américain, le numéro EIN, qui est essentiel pour ouvrir un compte de banque aux États-Unis. Alors, sans ce numéro-là, ce n'est pas possible. Mais outre peut-être ces deux banques-là, à ma connaissance, c'est absolument impossible d'ouvrir un compte de banque pour une société étrangère aux États-Unis. OK, d'accord. Donc, ça veut dire que peu importe le type d'activité qu'on fait ici au Canada, on se doit d'avoir ne serait-ce qu'un centre de service quelconque aux États-Unis pour pouvoir bénéficier d'un peu du... Oui, puis une autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est qu'un chèque canadien en devise américaine n'est pas un chèque américain. OK? Alors, un chèque américain, c'est un chèque tiré sur une banque américaine.
Un chèque canadien en devise américaine, c'est un chèque tiré sur un compte canadien en devise américaine et les deux systèmes ne se parlent pas. Alors, le système américain de compensation et le système canadien de compensation ne se parlent pas. Alors, ça veut dire qu'ils se communiquent, mais ils ne se parlent pas. C'est quand même un vieux couple, là. Alors, donc, ça veut dire que le chèque canadien déposé aux États-Unis va être considéré comme un chèque étranger, même s'il est en devise américaine. Okay? Alors, c'est pour ça que Wells Fargo me facture 5 par chèque, parce que ce n'est pas un chèque qui rentre dans le système de routage américain. Il sort. Il y a comme une petite coche là, qui fait que ça ne fonctionne pas. Donc, il y a des frais. Mais c'est pour ça qu'une société canadienne, et une autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que le fournisseur américain, alors on a une société québécoise canadienne qui veut faire affaire aux États-Unis et qui veut envoyer un chèque à un fournisseur américain. Le fournisseur américain, il ne veut pas un chèque canadien en devise américaine. Je vous le dis, pour lui, c'est un chèque étranger, ça va lui faire des frais, de la complication, ça ne fonctionnera pas. Il va vouloir soit un chèque américain ou un virement. Puis un virement, il veut que ce soit un virement facile, puis il n'y a rien à payer pour le recevoir. OK? Alors, c'est pour ça que les gros avantages pour une société étrangère pour développer le marché américain ou de faire affaire sur le marché américain, c'est de créer une société aux États-Unis. Puis c'est même pas parce que Corpomax crée des sociétés. Ça n'a aucun rapport. Je vous le dis par expérience. Tu sais, au Québec, on est nationaliste le 24 juin. Il y en a d'autres qui sont nationalistes le 1er juillet. OK? Mais pas ici, là. Puis Tom pourrait le confirmer. Là. Ils sont nationalistes 365 jours, puis l'an prochain, ça va être 366. Là. Tu sais, mon petit gars était allé à l'école, puis tous les matins, c'était l'hymne au drapeau avec la main sur le cœur. Je veux dire, c'était ça tous les matins avant de commencer les cours. Il joue au baseball, la ligne du premier, la ligne du troisième, les petits gars, les petites filles, casquettes, le cœur. Ils sont ultra nationalistes et si on veut faire affaire aux États-Unis, ben moi, je dis aux gens, donnez-vous une image américaine. Donc, créez une société américaine, ayez une adresse américaine, ayez un compte de banque américain, ayez un numéro de téléphone 1-800, un numéro sans frais, numéro vert pour les Européens, et là, au moins, vous êtes en affaires. Mais si vous êtes une société canadienne, oui, vous pouvez faire affaire aux États-Unis en tant que société canadienne, mais vous serez toujours considéré une société étrangère aux yeux des Américains. On est dans un contexte de Buy America, puis Yves aussi, ça fait très longtemps qu'il y avait aux États-Unis, plus longtemps que moi-même, et on est dans un contexte de Buy America, un contexte où justement, on veut pousser les Américains encore plus à consommer aux États-Unis à partir de sociétés américaines. Alors, c'est pour ça que vous savez, il peut y avoir peut-être un minuscule avantage fiscal qu'une société canadienne fasse affaire aux États-Unis, mais il y a d'autres aspects à considérer que l'aspect fiscal. Ce n'est pas juste parce qu'on va sauver 0,5 d'impôts par année. C'est-à-dire, quel va être mon volume de vente si justement j'ai une image américaine. Puis vous savez, ils se foutent complètement de votre accent. Là. Et j'en suis la preuve. Là, je veux dire, à un moment donné, j'étais à New York, c'était ridicule à l'époque, mais je m'excusais de mon accent. Puis la dame m'avait dit, une dame m'avait dit, écoutez, monsieur, on est 4 millions de personnes à New York, là. Il y a 4 millions d'accents différents. On s'en contrefout. Est-ce qu'on vous comprend? Est-ce que vous nous comprenez? Ça a été réglé. Ma thérapie a été terminée à ce moment-là. Même c'est devenu une force. Alors, quand j'appelle le shuttle driver de Honda pour venir me chercher, je fais juste un nom sur une liste pour lui. Il me dit, Mr. Allard, where can I pick you up? Je vais juste te dire, I am the French guy. Oh, yes, I know where you are. Vois-tu? Alors donc, l'accent a fait en sorte que maintenant, c'est une force. Mais tout ça pour vous dire que, moi, je le dis aux gens, vous voulez faire affaire aux États-Unis, habillez-vous en américain, parce que sinon, vous serez toujours considérés comme des Canadiens qui veulent faire affaire aux États-Unis. C'est pas compliqué de créer une société américaine. Mais une autre chose aussi, pour les entreprises québécoises qui veulent faire affaire aux États-Unis ou canadiennes ou européennes, une chose qu'il ne faut absolument pas sous-estimer, c'est la fiscalité. Là. Ça c'est, écoutez, au Canada, on a 10 taux de taxes de vente. Hein? TPS, TVQ, TVH, quelques taux spécifiques. En France, ils ont 4, c'est drôle en regardant Yves, je pense à la France, mais en tout cas, ils ont 4 taux de taxes de vente, le principal étant de 20 %. Aux États-Unis, on a 56 000 taux de taxes de vente. Et il n'y a même pas de taxes de vente au niveau fédéral, c'est au niveau des États, des comtés, des villes et des commissions de transport. Alors, vous achetez un iPhone dans 3 Apple Store dans l'État de New York, vous allez payer 3 taux de taxes de vente différents. Okay? C'est absolument crucial d'être bien accompagné au niveau fiscal si on veut faire affaire aux États-Unis. Alors, pour répondre à ta question aussi, David, je fais un gros détour. Tu m'as demandé est-ce que ça prend une place d'affaires?
Ça ne prend pas nécessairement une place d'affaires. On a beaucoup de clients qui font du dropshipping, tout ça. Mais nous, on offre un service de domiciliation. Alors, on domicilie plusieurs milliers de sociétés ici. Donc, on est une sorte de boîte aux lettres absolument géante. Le postier se sent très, très délesté après être passé chez Corpomax. On fait une réexpédition postale 2 fois par semaine tellement on reçoit du courrier. Et dans le fond, on est un filtre aussi parce que le junk mail qu'on peut recevoir ici, vous savez, c'est incroyable. Les États-Unis, c'est 5 de la population mondiale, c'est 45 du courrier mondial. C'est hallucinant, là. Mais je comprends, mais la majorité se ramasse dans les poubelles aussi. Alors, c'est ça qui fait que si vous voulez faire affaire aux États-Unis, donnez-vous une image américaine. N'est-ce pas, Tom? Si je peux me permettre juste une chose, je confirme parce que justement, moi j'ai eu des cas de figure où les sociétés françaises se posaient la question de l'incorporation. Et moi, je leur réponds, quand vous vendez quelque chose aux États-Unis, il y a des taxes à payer par État. Donc, de toute façon, là, vous n'y coupez pas. Si vous le faites différemment, c'est illégal. Vous prenez des gros risques. Et pour un compte bancaire, il faut absolument être incorporé aux États-Unis pour un compte bancaire américain. Ça, c'est... Voilà. C'est ça. Bien, une autre chose aussi, le IRS, qui est l'organe fiscal américain, qui est celui qui émet le numéro EIN, qui sert à ouvrir un compte bancaire, je vous dirais qu'il fonctionne de façon contraire à ce qu'on voit principalement au Canada. Au Canada, selon les gens qui y habitent, que je connais, Revenu Canada et Revenu Québec vont inonder les gens de courrier durant l'année, envoient de la correspondance et tout. Le IRS est un organisme qui n'écrit jamais. Il n'écrit pas. C'est quand vous recevez une lettre du IRS que les problèmes commencent, généralement. Alors, c'est une autre façon de fonctionner. Et si vous ne donnez pas suite à la lettre du IRS dans les lettres prescrits, c'est 10 000 d'amende, non négociable. Alors, c'est pour ça que c'est absolument crucial pour une entreprise étrangère qui veut faire affaire aux États-Unis de bien s'entourer. Et je dis souvent, ça prend 3 professionnels. Et je suis soit le moins important des 3 ou le 3e plus important, là, ça dépend des points de vue. Mais le premier, c'est l'expert en fiscalité américaine qui n'est pas aux États-Unis. Parce que l'expert en fiscalité américaine aux États-Unis est très, très bon pour les Américains, mais n'a sans doute jamais lu la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis ou entre la France et les États-Unis. Et c'est absolument crucial parce qu'une convention fiscale peut justement modifier, abroger une pièce, une législation locale ou nationale. Alors, c'est pour ça que c'est absolument crucial de faire affaire avec des experts en fiscalité américaine qui sont dans le pays des résidences du client. Et on est chanceux au Québec, on a beaucoup, c'est toujours très relatif, là, mais on a quand même plusieurs experts en fiscalité américaine qui s'y connaissent et qu'on réfère sur une base régulière. En France aussi, il y en a, mais je pense qu'en France, ils sont plutôt dans des grands cabinets comme EY ou, vous savez, des grands cabinets. Alors, donc, c'est sûr que ça coûte cher et plus cher que dans des petits cabinets. Au Québec, on a cet avantage-là d'avoir des gens dans des petits cabinets, des moyens cabinets et des grandes firmes, mais c'est absolument essentiel. Et le deuxième expert le plus important, c'est l'avocat en immigration, visa de travail. Ça, c'est absolument crucial aussi de savoir quand vous traversez la frontière. Et ça, c'est un gros malheur. Moi, j'ai des histoires d'horreur qui me sont contées, là, des gens qui arrivent à la douane et qui sont obligés de revirer de bord, qui ne pourront plus jamais rentrer aux États-Unis parce qu'ils n'ont pas dit la vérité ou il y a eu un problème. Alors, le 11 septembre 2001 a changé bien des choses au niveau mondial, mais énormément de choses aux États-Unis aussi. Les frontières ont été ultra renforcées, les bases de données ont été intégrées. Vous savez, vous arrivez à la frontière américaine en provenance de Montréal avec votre passeport et vous donnez votre passeport au douanier. Le douanier va conserver votre passeport au moins pendant 15 secondes. Et pendant ce 15 secondes-là, il reçoit devant lui, sur son écran, un résultat intégré provenant de 6 000 bases de données qui vous concernent. Alors, il vous connaît plus que vous connaissez vous-même. C'est déjà arrivé à un de mes amis qui avait une 60aine d'années, il s'en allait en Floride pour un mois avec sa famille, comme il le faisait pendant les 30 dernières années. Alors, cette fois-là, il arrive à la douane avec sa famille, près de Montréal, et le douanier lui pose une question. Écoutez bien la question. Le douanier lui demande, est-ce que vous avez déjà été pardonné pour une offense? Imaginez-vous, là. Alors, mon ami a blanchi, il dit oui, à l'âge de 18 ans, j'ai été arrêté avec 1 once de pot et j'ai eu une amende. Et 5 ans après, j'ai fait une demande de pardon et mon dossier judiciaire a été effacé. Dites-vous que votre dossier judiciaire est effacé uniquement au niveau canadien, mais les Américains ont accès à ça.
malgré qu'il ait été effacé. Donc, au Canada, vous n'aurez pas de problème peut-être pour vous trouver un emploi, etc., parce que ça a été effacé, mais pas au niveau américain. Donc, il est obligé de rebrousser chemin. Il ne peut plus rentrer aux États-Unis à cause d'une erreur de jeunesse qui était, somme toute, mineure, vue avec les yeux d'aujourd'hui. Il y a des possibilités d'obtenir peut-être des dispenses, mais c'est lourd, c'est long, c'est coûteux. Tout ça pour vous dire que il faut montrer patte blanche. Les Américains doivent se dire on a assez de nos criminels, entre guillemets, on ne veut pas ceux des autres. Mais tout ça pour vous dire que il faut vraiment montrer patte blanche. Et je le dis souvent aux gens aussi, le fait de créer une société américaine n'a aucune relation avec votre droit de traverser la frontière. OK? Le passage à la frontière, c'est de juridiction fédérale. La création de société, c'est de juridiction étatique. Et les deux départements ne se parlent pas. Alors, c'est pour ça que c'est vraiment deux choses distinctes qu'il faut traiter de façon distincte. Alors, le professionnel le plus important, c'est l'expert en fiscalité américaine, ça, et de loin. Le deuxième plus important, c'est l'avocat en immigration, visa de travail, parce qu'il y a des visas qui s'obtiennent à la frontière et des visas qui s'obtiennent facilement pour les gens d'affaires qui doivent aller aux États-Unis. Vous savez, j'en entends toutes sortes ici. Là. Je suis presque comme un psychologue. Moi, j'entends beaucoup de choses de gens. Tu sais, les gens vont aller en Floride pendant 6 mois. Puis, je vais travailler à distance. Mon condo en Floride, pas de problème. Pas de problème, mais il faut comprendre une chose. Quand vous traversez la frontière pour aller en Floride, vous avez un visa de touriste, un visa invisible pour nous, là, pour les Canadiens, un visa invisible, mais c'est un visa de touriste. Ça vous donne le droit de manger du barbecue et d'aller à la plage. À peu près tout. Vous n'avez pas le droit de gérer une business à partir de votre ordinateur dans une petite pièce de votre condo. Puis si vous vous faites pogner en bon québécois ou s'il y a une dénonciation qui est faite, parce qu'il y a beaucoup de dénonciations ici, à ce moment-là, ça se peut que la prochaine fois, vous ne pouviez pas traverser la frontière pour revenir aux États-Unis et vous pouvez avoir des problèmes. Alors, c'est pour ça que je me dis, soyez renseignés. Soyez renseignés. Renseignez-vous au niveau fiscal, renseignez-vous au niveau du passage à la frontière. Vous envoyez un employé aux États-Unis, qu'est-ce qu'il a le droit de faire, de ne pas faire, quel document il doit apporter, quelle carte d'affaires, etc. Et le troisième professionnel, c'est Corpomax. Nous, on offre des services corporatifs dans les 50 États. Alors, vous voulez créer une société, on peut la créer. On a des clients, vous savez, on a des très, très gros clients ici. On a la Caisse de dépôt, mais on a aussi des très gros clients canadiens et européens qui font affaire dans les 50 États. Alors, on crée la société généralement au Delaware. On les inscrit dans les 50 États comme société étrangère, les 49 autres États. Ils ont soit des employés, soit une place d'affaires, soit qui font des ventes régulières ou ils ont un nexus économique. Et au niveau bancaire, on essaie de les diriger vers les ressources. Puis quand ils ont besoin de facilité au niveau des cartes de crédit, mon unique point de référence, c'est Yves de Ternay et de loin. Alors, c'est pour ça qu'on est là pour aider Yves comme moi, comme Tom Crary. On est là pour aider les entrepreneurs qui veulent faire affaire aux États-Unis. Et tout ça, on a le bonheur de le faire en langue française. Ça, c'est aussi un grand, grand bonheur. Ça. Eh bien, merci beaucoup, Vincent, pour cette heure qui a passé, mon Dieu, tellement, tellement rapidement. Puis pour tout ton savoir, toutes les informations pertinentes que tu as partagées aujourd'hui. Mille merci. Merci aussi au nom de notre collaborateur, le consulat général des États-Unis à Montréal. Merci au nom des membres de AmCham Québec et toutes les autres personnes qui pourront visionner cette vidéo et en apprendre davantage. Je terminerai en disant aussi aux gens, si vous êtes intéressés à suivre les autres webinaires d'AmCham Québec, le prochain sera le 15 mai. Et nous aurons la grande chance d'être en compagnie de l'ambassadeur des États-Unis au Canada, M. Cohen. Et ce sera un webinaire dont le sujet sera la diversité et l'inclusion dans les organisations. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée à tous. Au revoir. Merci, au revoir.